Ça ne nous entend. Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver. Je suis désolée pour ce petit contretemps technique. Voilà, on avait des petits soucis de connexion, mais on est ravis de vous retrouver avec un petit peu de retard, je m'en excuse. Donc aujourd'hui, on va parler apprentissage, pour qui, pourquoi, comment. On va accompagner donc les agents dans leur recherche d'apprentis, comment faire, quel cadre juridique, quel contrat signer avec ces jeunes qui vont faire potentiellement de bons chargés de clientèle ou même de bons agents. Donc pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Charles, qui est juriste en droit social et qui fera tout l'aspect réglementaire de ces contrats-là. Bonjour à tous. Et on accueille aussi l'équipe professionnalisation, donc Karine Rigbauer, qui est la responsable du service professionnalisation, et Yasmina Boussekine, qui est la chef de projet professionnalisation. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va commencer par le cadre de l'apprentissage. Charles, je te laisse nous présenter l'apprentissage une deuxième fois, puisque tout à l'heure, notre son était coupé. Sans souci. Donc en quelques mots, l'apprentissage va être conclu dans le cadre d'un contrat de travail qui peut être donc soit en CDI ou en CDD et qui va associer une formation pratique assurée en entreprise et donc plus particulièrement dans vos agences, et d'autre part une formation théorique dispensée dans des établissements de formation spécialisés et donc notamment en assurance. La durée du contrat d'apprentissage va aller donc au minimum de 6 mois jusqu'à 3 ans au maximum. Ce qu'on peut ajouter aussi par rapport à ce contrat de travail particulier, puisque la personne, l'alternant continue à aller à l'école, c'est que vous pouvez avoir plusieurs formats de formation. Si je prends un exemple, l'ESA à Paris, ils font une semaine en entreprise, une semaine à l'école. C'est le cas de plein d'autres écoles. Vous pouvez voir dans votre région, si vous avez le choix de vous adresser à plusieurs autres écoles. Sinon, il faut voir aussi avec l'école quel est l'avantage pour prendre un alternant sur ce format-là. Il y a des écoles aussi qui font 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines en entreprise, 2 semaines en école. C'est adapté en fait à la durée de la formation. Alors, on va passer maintenant à notre deuxième partie. Excusez-moi, les aides qui s'offrent aujourd'hui aux agents, puisque le gouvernement a mis pas mal de choses en place pour privilégier l'apprentissage dans toutes les branches et notamment dans la nôtre. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces aides, comment les acquérir, quelles démarches il faut faire pour les agents? Donc tout à fait, il y a plusieurs aides qui sont disponibles et notamment la plus connue, ça va être l'aide à l'embauche d'apprentis. Donc son montant va être de 6 000 € pour tout contrat d'apprentissage conclu avant le 31 décembre 2023. L'aide va être payable mensuellement par 12e, après transmission à l'Agence des services de paiement, donc l'ASP, du bulletin de paye du salarié pour chaque mois concerné, et la déclaration donc, se fait via l'ADSL. Il y a également d'autres aides qui sont possibles, notamment des réductions de cotisations sociales patronales si la rémunération de l'apprenti ne dépasse pas 1,1 fois le SMIC, et également des réductions de cotisations sociales salariales pour la part de rémunération n'excédant pas 79% du SMIC. À cela, on peut également ajouter d'autres aides possibles, comme par exemple l'aide supplémentaire de 4 000 € au maximum pour l'emploi d'une personne en situation de handicap. Donc notamment, ça va être les salariés qui vont être reconnus travailleurs handicapés, selon donc décision administrative de la MDPH. Cette aide va être valable pour tous les contrats d'au moins 6 mois et le montant de l'aide va être proratisé en fonction de la durée. Donc plus la durée sera importante, plus l'aide le sera, et donc au maximum 4 000 €. Une condition également à préciser, ça va être au niveau du temps de travail de l'apprenti. Il doit être au moins à temps plein ou à temps partiel à raison au moins de 16 heures par semaine. Sur le handicap, je complète un petit peu. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément et puis on peut se faire une montagne de ce que peut être le handicap. Je fais juste un petit focus pour brosser un peu la palette des handicaps. Une personne qui a une reconnaissance de travailleur handicapé, ça peut être un handicap moteur, mais des problèmes de dos, des problèmes de troubles musculo-squelettiques, ça peut être des allergies, ça peut être des rhumatismes, ça peut être
une insuffisance cardiaque ou de l'hypertension, c'est pas forcément des handicaps trop lourds ou qui nécessitent des adaptations du poste de travail. En tout cas, ça peut faire une source supplémentaire de recrutement, donc pour l'apprentissage, mais pour n'importe quel collaborateur, bien sûr. Et auquel cas, vous pouvez avoir des ressources en région, notamment vous adresser à Cap Emploi ou à Emploi, HAN, Ploie, qui est vraiment un site dédié aussi à l'emploi des personnes en situation de handicap. Voilà, c'était le petit complément que je voulais avoir. On peut compléter aussi sur cet aspect-là. Donc l'aide de 4 000 €, elle va être versée donc, par la GFI. Et la GFI peut également vous accorder d'autres aides qui vont être accordées si le salarié suppose des aménagements de poste. Donc si le handicap peut parfois être plus lourd, la GFI peut vous accompagner et financer éventuellement des dispositifs à mettre en place au sein de votre agence pour vous permettre de faire travailler le salarié en question. Et alors, je me permets une question qui n'est pas le coût financier. Moi, supporter un coût financier trop important pour permettre à l'apprenti de travailler. Je me permets une question qui n'est pas posée par nos agents, mais typiquement, comment l'agent reconnaît, atteste de ça pour toucher l'aide? Il y a un certificat, quelque chose qu'il doit fournir? Comme je l'ai légèrement évoqué, il y a un guichet unique, la MDPH, qui va traiter donc, toutes les demandes des personnes en situation de handicap, en ce compris la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et c'est un document qui va être établi donc, par décision, ça fait 1 à 2 pages, et ça va permettre de justifier de la qualité de travailleur handicapé du salarié en question. C'est ce document qui est à fournir auprès de la GFI pour bénéficier des différentes aides en place. Et comme d'une région à l'autre, les démarches peuvent être plus ou moins longues de la part de la MDPH pour accorder étudier le dossier et voir s'il y a une reconnaissance. Le fait d'avoir la preuve de dépôt de dossier à la MDPH, ça peut suffire à l'employeur pour bénéficier des aides s'il n'y a pas encore, si c'est une démarche qui est récente. Alors, pour connaître un peu les aides auxquelles on a le droit, ou auxquelles on est éligible, Karine, je crois qu'il y a un simulateur. Oui, il y a un outil sur le site de l'OPCO Atlas, donc l'opérateur de compétences qui accompagne toute la professionnalisation des salariés en agence. Ce simulateur, il a l'avantage de regarder vraiment dans la globalité tout ce à quoi vous avez droit. Il compare aussi, là aujourd'hui on parle essentiellement du contrat d'apprentissage, mais on peut élargir à l'alternance de manière générale, c'est ce que tu nous disais Yasmina tout à l'heure. Il existe aussi le contrat de professionnalisation et ce simulateur, si vous avez déjà repéré un alternant, vous pouvez rentrer son âge, son profil, le diplôme qui est visé, des informations vous concernant la taille de votre entreprise, etc. Et ça permet de vous donner une idée du reste à charge finalement qui pourrait rester si vous embauchez un contrat d'apprentissage, un apprenti, ou si vous embauchez quelqu'un en contrat de professionnalisation. Le point d'attention qu'on voulait quand même mettre en avant, c'est que ce simulateur de l'OPCO Atlas, il tient compte de la convention collective, mais en revanche, il n'applique les simulations de salaire que des avenants qui ont déjà été étendus par le ministère. Et donc, il y a parfois un décalage de plusieurs mois. Par exemple, l'accord qui a été signé en janvier pour la revalorisation des salaires, aujourd'hui, il n'est pas encore intégré officiellement dans le simulateur de l'OPCO parce que ces revalorisations ne s'appliquent qu'aux agents qui sont adhérents à la fédération. Donc, il faut quand même mettre un petit peu de guillemets sur cette simulation. Le salaire peut être un peu sous-estimé quand vous faites la simulation. Ça reste un outil intéressant. Et donc, Yasmina, je crois aussi qu'il y a des aides pour accompagner les agents dans cette fonction de tuteur. C'est ça. Donc, il y a d'autres aides qui sont disponibles pour les agents ou pour les collaborateurs qui encadrent un alternant. Ça s'appelle l'aide à la fonction tutorale, c'est l'AFT. Les informations, vous pouvez les trouver sur le site de l'OPCO Atlas. On vous mettra les liens à la fin du webinaire. Et ce financement de la formation permet à un tuteur, qu'il soit agent ou collaborateur, de bénéficier de 230 € par mois pendant 6 mois, à partir du moment où il a justifié d'avoir suivi une formation de tuteur à partir de 7 heures. C'est une formation qui est complètement prise en charge par l'OPCO Atlas.
l'OPCO Atlas déclenche l'aide à partir du moment où on a fourni l'attestation. Donc, il répertorie aussi sur le site tous les organismes qu'ils connaissent pour suivre cette formation. Après, vous pouvez très bien en suivre une en dehors de ce qui est proposé, puis vous fournissez l'attestation, ça vous donnera l'aide. La grande particularité de cette aide, c'est que même les agents qui ne dépendent pas de l'OPCO Atlas, puisque ça finance la formation des salariés, peuvent en bénéficier, puisque là, on est dans un cadre de l'alternance, de l'apprentissage. Donc, c'est tout à fait possible. Et l'autre aide, c'est l'aide à la fonction de maître d'apprentissage. Donc, ça, c'est une autre particularité. Il faut juste regarder le niveau d'études de l'encadrant et la probité, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'il est tuteur. Alors, c'est à la bonne appréciation de l'agent, hein, très souvent, parce que le collaborateur a été désigné par l'agent. Alors, je voudrais juste faire un petit complément. C'est vrai que la fonction de tuteur, l'accueil d'un apprenti au sein d'une agence, on ne va pas se mentir, c'est du temps. Quand on accueille un apprenti, il est en cours d'apprentissage, hein, ça porte bien son nom, donc il ne va pas occuper des fonctions exactement similaires à un collaborateur que vous recruteriez déjà formé. Et donc, il y a vraiment des phases importantes pour que ça se passe bien et pour l'apprenti et pour l'agent. C'est vraiment un temps d'accueil, un temps d'intégration important. Si vous avez suivi la formation de maître d'apprentissage, c'est toujours un plus parce qu'on peut être un très très bon expert de son domaine, mais accompagner, enseigner entre guillemets, en entreprise, le cœur de métier, c'est d'autres compétences. Et ce sur quoi vous voulez insister, c'est que ça nécessite du temps. On peut illustrer le fait que sans doute il y a un peu de temps à passer chaque semaine avec l'apprenti, l'emmener avec soi, l'emmener en situation. Ça, c'est un peu le conseil AGA. C'est au plus vous partagerez votre quotidien ou le quotidien des collaborateurs de l'agence, au plus les situations que vous lui proposerez seront apprenantes et on est sur un gagnant-gagnant. Mais par contre, c'est vraiment, ça nécessite du temps pour l'agent. Il faut avoir du temps à consacrer à son apprenti quand on recrute quelqu'un en contrat d'apprentissage. Et alors, cette formation, Yasmina, AF2A la propose ou c'est d'autres organismes qui sont… Alors, AF2A renouvelle son offre, mais pas encore forcément sur la fonction de tuteur. Par contre, l'OPCO Atlas répertorie des organismes parce qu'on sait très bien que la pédagogie, c'est un métier à part entière. Et c'est bien aussi d'avoir cette prise de recul, parce qu'il y a des agents, moi j'en ai souvent au téléphone ou j'en rencontre en région, ils disent « Ouais, mais moi, de toute façon, je leur dis faites attention parce que recruter un collaborateur en CDI ou en CDD, c'est pas pareil qu'embaucher un apprenant, quelqu'un qui est en train d'apprendre. C'est une posture qui est différente. Ça demande une prise de recul et aussi par rapport à sa fonction. Parce que être agent, c'est un métier à part entière et la pédagogie, c'est encore autre chose. Et se dire que l'apprenant a peut-être besoin de plus de temps, comme le disait Karine, mais après, ça dépendra aussi de votre organisation. Si vous avez une agence qui est plus importante, vous pouvez peut-être mettre l'apprenti sur des situations en particulier ou l'emmener avec vous en rendez-vous, comme c'est le cas. Mais après, si vous avez une plus petite agence, peut-être que vous aurez moins de temps à lui consacrer. Et à ce moment-là, il faudra vous organiser autrement. Faire cette formation, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas faire. Ça veut dire je vais me renseigner pour voir comment je peux faire au mieux. Merci. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que je pense qu'ils sont tout oui, les agents là-dessus, c'est où trouver et comment trouver l'apprenti idéal. Yasmina, je te laisse donner tes petits trucs et astuces, mais avant, on laisse Charles nous expliquer un peu tout ça. Donc, sur le fait de trouver un apprenti, il va y avoir plusieurs conditions tenant à la personne de l'apprenti, et une des conditions primordiales, elle va tenir à l'âge de l'apprenti. L'apprenti peut avoir, par principe, entre 16 et 29 ans révolus. Toutefois, il y a certaines exceptions qui sont possibles, où certains apprentis peuvent être âgés de 30 ans ou plus. Ça va être notamment le cas des personnes ayant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, comme on a pu l'évoquer il y a quelques instants.
Ça peut être également le cas des apprentis qui préparent une certification d'un niveau supérieur à celui obtenu précédemment, qui continuent à s'inscrire dans un processus de formation. Il y a également les apprentis qui ont un projet de reprise ou de création d'entreprise. Et enfin, on peut également envisager l'exemple des sportifs de haut niveau qui peuvent déroger à cette condition d'âge. Sait-on jamais une reconversion vers l'assurance. Voilà. Ce qu'on peut dire d'autre, c'est que trouver un apprenti, c'est pas simple, effectivement. Ce qu'il faut faire davantage, moi j'ai beaucoup d'agents qui me disent mais je fais comment moi pour trouver un alternant dans ma région? Allez vers les écoles de vos régions. Allez tout simplement vous renseigner. Moi je sais qu'il y a beaucoup d'agents qui interviennent déjà en autodidacte auprès des écoles. Et c'est comme ça que j'ai des belles surprises quand j'ai besoin de monde pour les conférences, etc. Aller vers les écoles. Les écoles s'adressent aussi beaucoup à nous, donc on essaie de faire converger ces deux forces qui sont les experts et la pédagogie. Moi, je vous invite tout simplement à faire remonter aussi AGA à Paris n'est pas forcément ne sait pas tout. Moi, je m'appuie beaucoup sur les régions quand j'ai besoin de contacts, donc je vous invite vivement à le faire. Après, il y a d'autres façons de le faire. Vous avez plusieurs sites qui sont à votre disposition. Il y a un site qui s'appelle La Bonne Alternance. La Bonne Alternance vous permet, alors ça s'adresse à tous les secteurs de travail, enfin les secteurs professionnels. Vous allez voir, il y a 3 onglets. Vous pouvez vous positionner en tant que candidat ou en tant que recruteur. Vous cliquez sur l'onglet qui vous concerne et vous pouvez rechercher par formation, par diplôme et par région. C'est un très bon site qui est très bien fait. Le site J'assure mon futur dont je vous ai déjà parlé sur d'autres événements s'attelle à cette tâche. Pour l'instant, il est possible de trouver ces informations en tant que candidat et à terme, d'ici la fin de l'année, on va avoir une évolution du site qui va vous permettre de postuler en tant que recruteur et de poster l'annonce de l'alternant que vous recherchez. Et de toute façon, on communiquera sur la newsletter. Exactement, pour les tout à fait. Pour l'instant, c'est possible en tant que candidat, mais pas en tant que recruteur. Il y a d'autres sites qui sont disponibles. Il y a le site de l'Opco Atlas. Je vous invite vraiment à fouiller dedans. C'est une mine d'or. C'est vrai que c'est très dense, mais faites-le quand vous avez un peu de temps. Vous avez aussi le site de l'ONICEP. Ça, c'est vraiment très connu. Donc, je ne le présente plus. Et il y a une chose aussi qui est super aussi quand on va en vacances. Mais là, pour trouver un alternant, c'est le guide du retard de l'alternance. C'est un livre qui est très bien fait, qui est disponible gratuitement sur les salons et qui a été construit et qui est financé uniquement par les pubs, en fait. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur les salons. Moi, j'en ai à ma disposition à la fédération. Ce que vous pouvez faire, c'est que si vous recherchez un alternant ou des écoles à qui vous adressez, c'est classé par région. Donc, vous me dites la région dans laquelle vous êtes et moi, en fait, je vous scanne tout simplement les pages concernant votre région avec les écoles auxquelles vous pouvez vous adresser. Il y a d'autres façons aussi de trouver un alternant. Vous avez entendu parler du partenariat que nous avons signé avec le réseau RENASUP, donc qui est le réseau des écoles supérieures privées catholiques, et l'ESA, donc l'école supérieure de l'assurance. C'est pour ça que j'en parlais juste avant, parce que via le bachelor chargé de clientèle banque et assurance, nous avons monté une formation. La première session a démarré en septembre 2022. Nous avons 15 alternants dans cette classe. Tous ces alternants sont dans des agences générales d'assurance, puisqu'on a tout simplement greffé 105 heures de modules de formation spécial collaborateur d'agence. Et les thématiques sont présentation des métiers de l'agence générale, fonction d'une agence générale, etc. La grosse force de cette formation, c'est qu'elle est orientée à travers des thématiques communes de l'assurance, elle est orientée agence et surtout vous avez des études de cas qui sont orientées agence générale d'assurance et animées par des agents généraux. La rentrée prochaine, donc en septembre 2023, on ouvre la 2e promotion et ces partenariats commencent à voir le jour un petit peu partout en région. J'ai hâte de vous en reparler. Là, j'ai des projets qui sont en train de se monter, mais je ne vous en parle pas pour l'instant.
Alors, tu en as parlé tout à l'heure, mais les salons. Donc, il y a pas mal de salons sur lesquels justement ces fameux jeunes se déplacent et viennent à la rencontre des entreprises. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, les salons, c'est les salons et les forums de l'emploi sur lesquels on se déplace. Alors, il y en a à Paris, il y en a en région. En région, les agents les connaissent puisque je les sollicite parfois pour accompagner l'Opco Atlas via la marque J'assure, mais aussi de manière en freelance. Il y a beaucoup d'agents qui sont sollicités par les organisateurs et qui vont manifester. Alors parfois, ils me demandent de la doc, etc. Surtout, n'hésitez pas à nous demander de la doc. Moi, j'ai plein de plaquettes métiers qu'on a construit avec un prestataire. Beaucoup d'agents l'aiment beaucoup, cette plaquette. Moi, je suis à disposition des agents pour vous les envoyer dans vos agences directement pour que vous puissiez faire vos interventions sur ces salons-là. Donc, les salons, il y a plusieurs temps forts. Vous avez les temps de la rentrée, c'est-à-dire octobre-novembre. Une fois que tout le monde est rentré en classe, etc., il y a des salons orientation, ça s'appelle des salons de l'avenir ou de l'orientation. Alors, on va commencer à parler des orientations pour l'année prochaine, etc. Il y a aussi encore des jeunes qui recherchent une alternance. Donc, on peut aussi récupérer certains jeunes pour X raisons qui n'ont pas trouvé d'alternance. Et vous avez un autre temps fort qui est juste à la période de Parcoursup. Une fois que Parcoursup a ouvert, vous avez beaucoup de salons maintenant qui ouvrent entre mars et avril. J'ai eu un témoignage d'un agent général, un président de région, monsieur Jérôme Capdeville, de la région Nouvelle-Aquitaine, qui nous disait que qu'il avait assisté au salon à Bordeaux. C'était la période mars-avril, le salon de l'étudiant et de l'apprentissage, qui avait énormément de bons profils. C'est des candidats aguerris qui se sont renseignés sur les formations. Et ce qui est intéressant, c'est que sur place, vous avez beaucoup d'écoles qui sont présentes. Donc, les étudiants se retrouvent au milieu des fédérations, au milieu des marques employeurs. Et du coup, ça fait un bon relais pour les formations aux alentours. Donc, ça permet aussi de remplir les classes. Parce que vous voyez, on essaie de monter des partenariats, etc. Ça paraît hyper intéressant, mais pour remplir les classes, ce n'est pas une mince affaire. Donc, ça permet aussi d'attirer des futurs talents. C'est un vivier de demandeurs. Et puis surtout, la période Parcoursup, ça permet d'orienter les jeunes vers nos BTS assurance et voire des bachelors ou des masters pour recruter de futurs collaborateurs ou de futurs agents. Donc là, si j'ai bien compris, Yasmina, donc tu nous as mis les salons sur lesquels est présent l'Opco Atlas. C'est ça. L'agent qui a ce salon près de chez lui va là-bas, va sur le stand de l'Opco et dit « Moi, je suis à la recherche » et ça lui permet comme ça d'échanger avec des candidats. Tout à fait. Il peut venir vers moi et moi, je donne ses coordonnées à l'Opco Atlas et puis leur contact pour s'organiser. Il y a aussi des salons. Si vous regardez celui qui est à l'écran, c'est le Forum Terre d'entreprise. Et ça, c'est un relais en région qui m'a envoyé cette information. C'est Bénédicte Hutt, la permanente de région Bretagne, qui m'a dit, voilà, il y a un salon en novembre prochain. Est-ce que vous souhaitez venir animer le stand avec nous? Est-ce que vous avez de la doc, etc. Les régions, moi, on s'appuie clairement là-dessus. Un GA à Paris a besoin des régions pour faire remonter ce type d'infos. Et c'est ce que j'allais dire. Bien sûr, il y a beaucoup de formations qui démarrent en septembre, mais toutes les formations ne démarrent pas en septembre-octobre. Il peut y avoir des rythmes différents. Donc, des salons, des forums de l'emploi, des forums de l'alternance, il peut y en avoir à différentes périodes de l'année, c'est ce que tu expliquais. Pour savoir si, quand vous êtes à la recherche d'un apprenti, s'il y a quelque chose qui se passe pas trop loin de chez vous, n'hésitez pas à contacter les permanents de votre région s'il y en a et l'Opco Atlas qui est souvent très impliqué, très au courant, qui a des stands, etc. Donc, c'est un bon moyen de savoir s'il se passe quelque chose pas trop loin de chez vous. Alors, maintenant, tu vas un peu nous parler d'un nouveau terme que je ne connaissais pas, je dois dire, le co-jobbing. Je connaissais le coworking, mais pas le co-jobbing. Alors, explique-nous un peu, Yasmina, en quoi ça consiste et pour les agents qui souhaiteraient… Alors, le co-jobbing, merci pour cette question, Aurélie. Le co-jobbing, c'est un salon virtuel de l'apprentissage. Alors, la prochaine session, elle aura lieu du 17 au 19 octobre. Vous aurez les dates sur le site de l'Opco Atlas. On ne peut pas faire autrement. Donc, le co-jobbing, ça permet aux alternants, aux personnes qui sont à la recherche d'une alternance de postuler. Et en face, vous pouvez avoir des entreprises
qui vont faire passer des entretiens. Donc, le gros avantage, c'est que c'est en virtuel, donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous avez peut-être des alternants qui sont dans une autre région, qui sont intéressés par un déménagement ou qui ont un déménagement dans leur futur projet, mais surtout de voir quelle école conviendrait au mieux à leur souhait d'orientation. Donc, il faut aller sur le site de l'Opco Atlas. Vous pouvez vous inscrire. Vous allez voir, il y a toute les démarches sont décrites étape par étape. Et puis voilà, si vraiment il y a un problème, vous ne trouvez pas, vous venez vers nous ou vers moi pour que je vous dise comment y aller. Tous les liens, tous les sites dont on vous parle, vous aurez les liens en annexe du support. Le support sera envoyé à l'issue. Oui. Alors moi, j'ai une question. Je suis agent, je veux participer à ce salon virtuel. Oui. Je paye ou l'inscription est gratuite. C'est gratuit. C'est gratuit, oui. Oui. À partir du moment où vous êtes adhérent et que vous êtes adhérent au CoAtlas, vous pouvez être adhérent au CoAtlas et ne pas être adhérent à AGA. Donc, vous pouvez aller sur ce site, vous inscrire, et puis vous aurez en face des entretiens avec de futurs alternants. Bon, je sais mieux maintenant ce qu'est le co-jobbing. Alors, hop, on va parler maintenant un peu taxe d'apprentissage, puisque il y a quand même des petits fonds à prendre là-dessus. Karine, est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Alors, ce qui permet de recruter un apprenti et de financer les formations en apprentissage, à la base, c'est que beaucoup d'entreprises sont soumises au versement de la taxe d'apprentissage. Donc, parmi les agents, certains sont peut-être exonérés de cette taxe, puisque les agents qui sont sous forme EI ou qui sont à l'impôt sur le revenu sont exonérés, mais tous les autres doivent verser cette taxe. Et cette taxe, finalement, elle est découpée en deux morceaux. Il y a une part de la taxe qui finance les formations en apprentissage, parce que c'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas assez dit encore, mais quand vous recrutez un apprenti, sa formation est prise en charge par l'Opco Atlas dans le cadre d'un coût déterminé au préalable. Cette part-là, vous ne voyez pas forcément quand est-ce que vous la versez parce qu'elle est prélevée via la DSN. Et puis, il y a une autre part, c'est le solde finalement de la taxe d'apprentissage qui est aussi prélevée mais une fois par an sur le mois d'avril, donc vous voyez peut-être début mai, pour là financer plutôt le développement des formations. Et là, si on peut changer de slide, Aurélie, en fait, c'est vous qui choisissez le solde de la taxe d'apprentissage. C'est vous qui pouvez choisir à qui vous allez la verser. C'est-à-dire que ça a déjà été prélevé. Normalement, si tout va bien, au mois d'avril, vous avez déjà été prélevé. Il y a tout un cheminement par la Caisse des dépôts et consignations, par l'URSSAF et par la Caisse des dépôts et consignations. Mais une fois que c'est bloqué à la Caisse des dépôts et consignations, là, en ce moment, on est pile dans la fenêtre de tir jusqu'au 7 septembre pour que vous puissiez choisir à quelle école vous reversez le solde de la taxe d'apprentissage. Et on vous en parle parce que ce serait quand même hyper intéressant de flécher, de faire ce choix et de flécher ce solde vers des écoles qui délivrent des diplômes dans l'assurance, parce que ça permet aux écoles, aux CFA, d'avoir plus de moyens, peut-être de pouvoir mieux accompagner, de mieux faire le sourcing, de mieux communiquer. Enfin, après, c'est eux qui voient comment ils gèrent ce qu'ils ont reçu. Mais c'est vraiment un plus si vous faites le choix, ça peut aider. Enfin, si vous faites le choix d'orienter vers des écoles de l'assurance. Et alors, depuis cette année, c'est tout nouveau, mais pour vous simplifier la tâche, c'est une plateforme qui gère ça s'appelle Soltea. Il suffit de vous connecter avec vos identifiants et une fois que vous êtes connecté, vous pouvez choisir donc sur la plateforme toutes les écoles éligibles, parce que toutes ne sont pas éligibles, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous pouvez choisir une qui est près de chez vous ou pas, comme vous voulez. Nous, par exemple, on sait que l'IFPAS et l'ESA, bien sûr, peuvent recevoir ces soldes de taxes d'apprentissage, mais comme vous avez un moteur de recherche, vous pouvez privilégier une école qui est sur votre territoire.
Et vous pouvez, à travers de cette plateforme Soltea, orienter le versement de ce solde d'attaque d'apprentissage. Si vous ne le faites pas avant le 7 septembre, l'argent n'est pas perdu. La Caisse des dépôts orientera avec tout un algorithme, mais du coup, ça n'ira pas forcément aux écoles, ça n'ira pas spécifiquement, en tout cas, aux écoles qui délivrent des diplômes dans l'assurance. Merci Karine. Alors, le process du coup maintenant, comment ça se passe? Donc, effectivement, une fois que vous avez donc trouvé votre apprenti, que vous souhaitez l'engager et commencer du coup cette aventure de l'apprentissage, il va falloir donc tout d'abord remplir le contrat d'apprentissage qui se remplit sous le CERFA concerné, donc disponible en ligne sur servicepublic.fr, mis à jour régulièrement. Il a notamment été mis à jour en 2023. Donc, dans ce CERFA-là, vous allez avoir un certain nombre de mentions obligatoires qui sont inscrites sur le CERFA. Donc, c'est vraiment un contrat de travail qui est simplifié, qui est tramé pour vous permettre de le rédiger simplement. La convention va être complétée et signée de manière tripartite, donc avec vous, employeur, votre salarié apprenti, et enfin avec l'organisme de formation. Une fois la convention remplie, vous allez l'adresser à l'OPCO Atlas, qui va donc se charger de déposer le contrat auprès de l'adresse, donc autrement dit l'inspection du travail, qui va donc vérifier le contrat. Et dans le même temps, l'OPCO Atlas va se prononcer sur la prise en charge financière du contrat d'apprentissage, donc comme on l'a vu un petit peu plus tôt, et notamment donc les 6 000 € d'aide à l'embauche. Attention toutefois, 2 points importants à préciser. Le dépôt du contrat d'apprentissage auprès de l'OPCO Atlas doit avoir lieu au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage. Autre mention également importante à préciser, toute modification d'un élément essentiel du contrat va devoir faire l'objet d'un avenant qui sera, encore une fois, transmis à l'opérateur de compétences pour dépôt dans les mêmes conditions. J'en profite également pour vous préciser que lors de la première fois où vous déposez un contrat d'apprentissage, vous devrez adresser une déclaration préalable où vous déclarez que vous remplissez donc toutes les conditions pour accueillir dans les meilleures conditions l'apprenti. Elle est valable 5 ans et au bout de 5 ans, vous devrez renouveler la déclaration. Merci Charles. En lien avec le contrat de travail, donc tu l'as dit Charles, c'est un CERFA. Encore une fois, on revient sur les outils qui sont proposés par l'OPCO Atlas. En ligne, vous avez vraiment toute une boîte à outils avec des tutos pour vous aider à remplir, à saisir le contrat d'apprentissage, un tuto pas à pas. C'est plutôt voilà, très bien fait et donc pas mal d'outils pour vous simplifier la vie. Et juste un petit rappel, parce que tout à l'heure, on a aussi parlé du maître d'apprentissage. Quand vous recrutez un apprenti, il faut désigner un maître d'apprentissage. Attention, un maître d'apprentissage ne peut pas avoir plus de 2 apprentis sous sa responsabilité, mais c'est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Comme ça nécessite quand même pas mal de temps et d'investissement pour le suivi, l'accueil, l'accompagnement de l'apprenti, c'est pour ça que c'est assez réglementé, le nombre d'apprentis par maître d'apprentissage. Étant précisé aussi que le maître d'apprentissage peut être donc vous, employeur, agent général, ou également un autre salarié de l'agence. Je pense notamment si vous avez plusieurs points de vente, éventuellement un délégué d'agence pourrait être à même d'exercer cette mission de maître d'apprentissage. Alors merci. On parle maintenant du contrat parce que bon, à tout bon recrutement, il faut bien sûr un contrat. Charles, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce fameux contrat d'apprentissage? Alors, donc sur le contrat d'apprentissage, ce qu'on peut notamment évoquer, ça va être sa durée. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, le contrat d'apprentissage peut être donc soit en CDI, avec une durée d'apprentissage variable de 6 mois jusqu'à 3 ans, ou à l'issue de cette durée d'apprentissage, le salarié va être embauché donc en CDI dans des conditions classiques, ou il peut également être en CDD, avec un terme, donc il peut être de 6 mois jusqu'à 3 ans. Et c'est là où il faut avoir conscience de l'importance
de la charge d'avoir un apprenti, parce que ça recouvre énormément quand même de devoirs, il va falloir s'en occuper, et le casting peut parfois être difficile. Donc, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est parfois également d'envisager de le recruter en CDD. Donc, par principe, le contrat d'apprentissage va avoir une durée égale au cycle de formation, mais vous pouvez toutefois, de manière dérogatoire, avoir une durée supérieure ou inférieure aux durées de la cycle de formation. Il faut que ça soit justifié par le niveau de compétence et que ça soit signé sur un document, donc un modèle disponible également en ligne, et signé, donc encore une fois de manière tripartite, apprenti, employeur et organisme de formation. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que le contrat d'apprentissage, je vous l'évoquais, donc il peut être en CDD, mais les causes de rupture sont assez limitatives. C'est pour ça qu'il faut bien choisir son apprenti, avoir conscience des devoirs que ça va incomber pour vous. Donc si on peut passer sur la slide suivante. On y est. On y est, parfait. Comme je vous disais, donc il y a des cas de rupture limitatifs. Donc notamment le terme du contrat d'apprentissage. Donc arrivé à son terme, s'il est en CDI, le salarié est embauché en CDI ou en CDD. Mais parfois, quand on est sur un contrat d'apprentissage de 1 an, 2 ans, ça peut être très long. Étant précisé que le salarié qui est engagé en contrat d'apprentissage va être en période probatoire, c'est l'équivalent d'une période d'essai, pendant une durée de 45 jours. Hors suspension du contrat d'apprentissage, par exemple lorsque l'apprenti est en arrêt maladie. Il peut également être rompu d'un commun accord, par écrit, signé donc entre les deux parties, vous employeur et l'apprenti salarié, qui devront ensuite être communiqués à l'OPCO-Atlas et à l'école. L'apprenti peut également, s'il le souhaite, rompre de manière anticipée le contrat d'apprentissage. La procédure est un petit peu plus longue qu'une démission classique, puisqu'il doit donc en effet saisir un médiateur qui va devoir donc se prononcer sur sa demande. L'apprenti va devoir ensuite informer vous, employeur, et à la suite de cela, le contrat pourra être rompu, passé un délai de 7 jours. Donc on est sur une procédure qui est un petit peu plus complexe et on a un médiateur qui peut intervenir pour éventuellement trouver une solution et éviter donc la rupture du contrat d'apprentissage. Si la rupture est actée, l'organisme de formation et l'école doivent être avertis. On peut également évoquer d'autres cas de rupture. Bon, il y a la force majeure, mais ça va recouvrir assez peu de cas. Il y a par contre la faute grave. Donc la faute grave, ça va être une faute d'une particulière gravité commise par l'apprenti et qui rend impossible le maintien de l'apprenti dans l'entreprise. Donc, pour vous donner quelques exemples, ça peut être l'apprenti qui ne vient plus, soit en école, soit en agence. Ça peut être l'apprenti qui va se montrer, par exemple, injurieux avec des collaborateurs, avec vous-même. On peut également envisager un apprenti qui va voler de l'argent à l'agence. Ceux-ci sont des exemples marginaux, vraiment, évidemment. on est d'accord. Hein. Ce qu'il faut néanmoins comprendre, c'est qu'hormis des cas de faute grave, le contrat ne peut pas être rompu. Donc une faute simple, voilà, un apprenti qui n'arrive pas à maîtriser les outils, qui commet des petites erreurs, ça ne va pas suffire en tant que tel à rompre le contrat d'apprentissage. Étant précisé que si le contrat d'apprentissage est rompu et que la faute grave n'est pas reconnue, l'apprenti pourra demander une indemnité équivalent au salaire qu'il aurait pu percevoir jusqu'au terme du contrat. Donc, autrement dit, ça peut être une certaine somme. Donc, imaginons un contrat d'apprentissage qui est rompu au bout de 6 mois pour un contrat qui en faisait 2 ans. Le risque, c'est 1 an et demi d'indemnité. Donc, à bien réfléchir au préalable. D'où l'importance de la période d'essai qui me fait te poser une question puisqu'elle m'est posée. La période d'essai, tu as dit 45 jours, ouvrés ou ouvrables? Calendaire. Voilà. Également, une autre possibilité, c'est l'inaptitude de l'apprenti constatée par le médecin du travail. Donc, si votre apprenti il va être en arrêt maladie pendant au moins 30 jours consécutifs
dans l'hypothèse d'un arrêt maladie qui est dû à une maladie professionnelle ou un accident du travail, ou 60 jours d'arrêt maladie consécutif, mais pour maladie ordinaire, donc non professionnelle, et qu'il souhaite donc reprendre le travail, vous allez donc obligatoirement devoir organiser une visite médicale de reprise. Et éventuellement, à l'issue de cette visite médicale de reprise, le médecin du travail pourra déclarer inapte votre salarié, donc au poste sur lequel il est embauché, et là, donc, vous pourrez le licencier. Il y a également d'autres hypothèses, hein, la liquidation judiciaire de l'agence, ce que je ne souhaite pas, mais le décès de l'employeur, si ce dernier donc, est le maître d'apprentissage et si on est dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle, donc EI, EURL, EIRL. On n'est pas dans ce cas de figure si c'est une SARL, vous êtes constitué en SARL et qui va embaucher l'apprenti. Alors, parlons bien, la rémunération. Alors, rémunération et classification, puisque l'un va être lié à l'autre. Donc, lors de l'embauche de votre apprenti, il faudra donc le positionner sur la classification, comme tous les autres salariés, donc en tenant compte de son poste, d'une part, et également de son niveau, donc il peut aller de niveau 1 à niveau 6. Et en fonction donc de cette classification, il va y avoir une rémunération qui est prévue donc par la convention collective. Il va y avoir plusieurs critères. Donc tout d'abord l'âge, donc avec des paliers, 16 à 17 ans, puis 18 à 20 ans. Et en fonction de l'année du contrat. Donc comme vous pouvez voir sur le tableau qui est actuellement projeté, là on va être sur une rémunération d'un pourcentage du SMIC. Pour rappel, le SMIC au 1er mai 2023, mensuel brut, est de 1 747,20 €. Ensuite, pour les jeunes qui sont âgés de 20 à 25 ans et de 26 ans et plus, la rémunération va être soit un pourcentage du SMIC, soit un pourcentage du salaire minimum conventionnel, si ce dernier est plus favorable. En l'occurrence, pour notre branche d'activité, le salaire minimum conventionnel est supérieur au SMIC, donc c'est le salaire minimum conventionnel qui va avoir vocation à s'appliquer, qui évidemment est disponible sur le site AGA, où vous pouvez le consulter dans la rubrique droit social et paye, où vous avez l'avenant entre les niveaux 1, 2, 3, 4, 5, 10, 5 et 6. Autre précision importante, j'en profite aussi, pour vous indiquer qu'un salarié ne peut pas rester plus d'1 an sur le niveau 1. Donc, lorsque vous embauchez votre salarié, première année du contrat d'apprentissage, deuxième année, il passera sur du niveau 2. Une exception également qui est prévue par notre convention collective, c'est pour l'apprenti qui va préparer une licence professionnelle en 1 an, où il va directement passer sur une deuxième année du contrat. Donc c'est important de vous renseigner auprès de l'école afin de savoir si on entre bien dans le cadre d'une licence professionnelle ou non, pour justement adapter la rémunération. On nous posait la question en cas de cession de l'agence. L'agent part et cède son agence. Le contrat de l'apprenti, que devient-il? Alors donc là, c'est une situation qui est envisagée par le Code du travail, et le contrat d'apprentissage va être transmis au repreneur de l'agence. Il y a un transfert du contrat de travail dans les mêmes conditions que le contrat initial. D'accord. Et on avait une autre question. L'apprenti, on s'aperçoit qu'il n'a pas le niveau attendu et par l'école et par l'employeur. Est-ce qu'il y a un moyen quand même de s'en séparer pour l'employeur? Alors là, on revient au slide précédemment vu. Donc, important, la période probatoire qui va permettre d'appréhender les qualités de l'apprenti. Mais par contre, comme je disais, un apprenti qui ne va pas avoir un très bon niveau, ça ne va pas constituer une faute grave. On va uniquement être éventuellement sur l'insuffisance professionnelle, mais l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une cause licite de rupture du contrat d'apprentissage. Donc autant vraiment être attentif et pas vous engager sur un CDI avec votre apprenti et être vraiment vigilant. Après, si c'est un très bon apprenti, pourquoi pas, mais il faut avoir conscience que vous vous engagez sur de longs mois. Tout à l'heure, peut-être qu'on peut ajouter une partie sur la médiation. Tu parlais de la médiation. Pas oublier que c'est des étudiants à la base et qui sont rattachés à une école. Faut pas oublier, avant de parler de rupture de contrat, etc.,
à vous adresser à l'école ou à votre référent et surtout à alerter sur ce qui ne va pas. Peut-être que l'école peut aussi encourager l'étudiant, je ne sais pas, à rectifier ce qui ne va pas, etc. Et d'où l'importance aussi de suivre une formation de tuteur, parce que peut-être que ce qui ne va pas, c'est aussi dans votre encadrement. Donc voilà, n'hésitez pas à d'abord, avant d'envisager le pire, de regarder ce que vous pouvez envisager avant d'arrêter le contrat. Il faut effectivement pas oublier que c'est une convention tripartite et que l'école va avoir également son importance et peut vous accompagner, peut vous aider sur ce qui est possible de faire avec votre apprenti, ce qu'il apprend dans le cadre de sa formation. Et c'est aussi important effectivement de se mettre en relation pour l'école, pas forcément pour du disciplinaire, hein, mais pour l'accompagner au cours de sa formation. Exactement. Et on avait une petite question par rapport à la rémunération. Si par exemple un agent prend un apprenti qui a déjà fait 2 ans dans une autre agence par exemple et que sa 3e année il décide de la faire chez moi par exemple, est-ce que je reprends du coup l'antériorité pour les pourcentages? Alors c'est pas, en tout cas c'est pas obligatoire. D'accord. On va prendre en compte l'année d'exécution du contrat dans l'agence. Dans l'agence, ok. Merci. Sauf évidemment l'exception que j'ai envisagée sur une licence professionnelle. Par exemple, un apprenti qui va faire un DUT, 2 ans, et qui ensuite passe sur une licence professionnelle au sein d'une autre agence ou d'un autre employeur. Là, on va passer directement sur une 2e année de contrat. Dans le tableau que vous avez pu voir. Ok, merci. Je te laisse continuer sur les points de vigilance lors de l'exécution du contrat. Tout à fait. Donc, il y a certains points qu'on pourrait évoquer. On en a un petit peu parlé, mais il y a une obligation renforcée de formation de l'apprenti. L'apprenti, il est à moitié en école, mais il est aussi à moitié chez vous, en agence. Et au sein de cette agence-là, il va devoir bénéficier d'une obligation de formation comme tout autre salarié, donc qui va concerner notamment la santé et la sécurité au travail, mais également des formations visant à adapter le travailleur à l'évolution de sa fonction et l'utilisation de nouveaux outils. Si vous avez des nouveaux outils qui sont en place dans l'agence, de par votre compagnie ou autre, ça, vous êtes tenu de former votre salarié pour qu'il puisse continuer à travailler dans de bonnes conditions, que ce soit pour un apprenti ou pour n'importe quel autre salarié. J'en profite également pour dire que le salarié, même apprenti, est soumis aux obligations de capacité professionnelle s'il est amené à faire de l'intermédiation en assurance, donc vendre des contrats d'assurance, ce qui n'est pas obligatoire hein, dans le cadre de son apprentissage, mais il est soumis à ces obligations-là. Précision également faite, donc quand je vous parlais d'obligations renforcées, il faut que les tâches de travail que vous allez donner donc, à votre apprenti soient en adéquation avec le cycle de formation qu'il suit et vous devez l'accompagner durant l'exécution des tâches de travail que vous lui confiez. Typiquement, il y a peut-être des choses qu'il n'a pas eu encore l'occasion de voir en école, sur la conclusion de contrat d'assurance ou autre, et là, c'est important de l'accompagner là-dessus, lui expliquer dans la pratique, puisqu'il ne faut pas oublier qu'en école, ils vont voir le côté théorique, mais pas nécessairement le côté pratique, et c'est pour ça que les apprentis s'orientent vers ce genre de formation pour s'aguerrir sur le côté pratique. On en a un petit peu parlé aussi, mais l'apprenti, c'est un salarié, comme n'importe quel autre, et à ce titre-là, il va y avoir une obligation d'égalité de traitement entre les autres salariés de votre agence et votre salarié apprenti. Ça va concerner notamment les tickets restaurants si vous en avez, ou chèque, enfin carte ticket restaurant. Ça va concerner également la prime de partage de la valeur ou communément appelée prime Macron, qui doit également bénéficier à l'apprenti. Vous pouvez moduler votre prime de partage de la valeur, mais il doit en bénéficier. Les seules exceptions, ça va être des mesures qui vont être contraires à son statut d'apprenti. Je ne sais pas si vous avez par exemple des astreintes ou autres qui empêcheraient l'apprenti d'aller en formation. Mis à part ces cas-là, il doit être traité comme tous les autres salariés. Et d'ailleurs, question aussi qu'on peut poser parfois, mais votre salarié, il a un droit à congé égal à ceux des autres salariés de votre agence. Une petite particularité également, c'est la visite médicale. Donc, soit une visite médicale d'information, enfin une visite d'information et de prévention, ou une visite médicale d'embauche, dans certaines exceptions, par exemple un salarié travaillant handicapé, qui lui va devoir faire une visite médicale. Et l'exception, c'est qu'elle doit être effectuée dans les 2 mois qui suivent son embauche,
contrairement donc aux 3 mois pour un salarié classique. On en a un petit peu parlé, mais période probatoire de 45 jours, qui va être différente de la période d'essai pour les salariés classiques. Ensuite, la durée légale du travail. Donc, votre salarié va être soumis à cette durée légale, à l'horaire collectif applicable dans l'entreprise, que ce soit donc pour le temps passé en entreprise ou en centre de formation. Lorsque votre apprenti est en centre de formation, il est encore sous contrat de travail. Il est encore donc en travail. C'est pour ça qu'il doit obligatoirement suivre les cours en école et qu'il ne peut pas se permettre de s'absenter. Généralement, certaines écoles imposent des fiches de présence pour bien vérifier que l'apprenti suit les cours dispensés. Et tout à l'heure, on avait une question, je ne te l'ai pas posée, Charles, mais par rapport à des agences qui sont ouvertes, par exemple, que 4 jours par semaine, c'est un peu compliqué en termes d'horaire. Comment l'apprenti ou comment on peut adapter ça avec l'apprenti? Eh bien, alors là, ça va être de manière tripartite entre l'apprenti, l'agence et l'école. D'accord. Certaines, Yasmina a pu en parler, mais certaines écoles ont une certaine flexibilité. Et c'est vrai que dans certaines structures qui sont plutôt importantes, il va y en avoir moins. Après, c'est à discuter, mais il faut avoir conscience qu'il va y avoir un mode de travail qui va devoir s'exercer et voir aussi si c'est compatible entre les obligations que vous avez au sein de votre agence et les obligations que peut avoir l'école. C'est vrai qu'en termes de rythme de l'alternance, parfois, il y a des écoles aussi qui proposent 2 jours, 3 jours entreprise, école ou inversement. Et donc ça peut peut-être… Ce qu'il faut avoir conscience aussi pour votre… On se poser la question dès le début. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut aussi avoir conscience pour votre apprenti, s'ils n'en ont pas déjà, c'est que c'est un rythme soutenu, l'apprentissage. Puisque votre salarié, si par exemple on prend un rythme d'une semaine sur 2, pendant sa semaine d'école, il va devoir faire en 2 semaines pour un étudiant classique le travail en 1 semaine. Donc c'est quand même assez condensé, c'est un rythme soutenu. Il faut qu'ils en aient conscience et qu'ils s'estiment responsables et capables de suivre ce rythme assez soutenu. J'en ai un petit peu parlé, mais le temps de formation en école est décompté de son temps de travail. C'est du temps de travail. Il y a une exception, ça va être pour des modules complémentaires librement choisis par l'apprenti. C'est des modules qui ne sont pas obligatoires. Par exemple, en université, c'est possible de choisir des modules complémentaires de sport. Bon, bah, ça, c'est pas du temps de travail. Si votre apprenti veut faire du yoga ou autre, c'est à son libre choix, mais ça ne sera pas du temps de travail. Enfin, aussi pour les congés supplémentaires, donc je l'ai dit, il a le droit donc, à 30 jours de congés ouvrables, comme vos autres salariés, à minima, mais il a également droit à un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables pour la préparation directe des épreuves à prendre dans le mois qui précède les épreuves en question. Merci, Charles. On arrive à la fin de ce webinaire. On va juste passer sur les liens utiles que nous a répertoriés Yasmina. Merci beaucoup, Yasmina. Alors, tu en as parlé, bien évidemment, notre site, mais là, c'est une bible, hein. Mais pas que. Je te laisse aller sur les autres, du coup. Alors, vous avez plusieurs sites, plusieurs liens utiles pour trouver les infos dont on vous a parlé, mais aussi pour vous renseigner plus largement par rapport à l'alternance, mais aussi l'attractivité des métiers, puisque c'est aussi une façon d'attirer de nouveaux talents. Vous avez la chaîne YouTube de l'Opco Atlas. Vous avez toutes les vidéos métiers qui sont classées par secteur de l'assurance, par branche. Vous avez le site de l'Opco Atlas aussi. Vous avez la chaîne YouTube J'assure mon futur qui découle de ce projet commun à toutes les branches de l'assurance d'attirer de nouveaux talents. Vous avez la chaîne, pardon, pour ça j'ai dit là, la chaîne YouTube AGA, où vous retrouverez les vidéos dont on vous a parlé. Vous avez aussi le site J'assure mon futur, plus précisément sur la partie alternance, où vous pouvez trouver des infos en tant que recruteur, mais aussi en tant que candidat sur les formations et sur les possibilités d'orientation. Merci Yasmina. Je vous ai posé les questions au compte-gouttes. J'en profite pour remercier nos 2 juristes en coulisses qui ont répondu également de leur côté, Calvin et Anne-Marie, qui sont les 2 homologues de Charles, qui nous a fait l'honneur de sa présence. Mais en tous les cas, n'hésitez pas à les contacter. On est là pour vous aider. À contacter aussi Karine et Yasmina si vous souhaitez avoir plus de détails pour la recherche active d'apprentis.
Merci mesdames, merci monsieur et on vous dit à très bientôt pour un nouveau webinaire.